plus de succès que d'autres, mais la difficulté reste justement de consolider les gains obtenus après ces opérations. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, comme le fait remarquer le secrétaire général dans son rapport, et j'ai fait référence un petit peu plus tôt, le consensus national et les sanctions sont deux évolutions importantes qui peuvent contribuer de manière significative à surmonter cette crise et qui peuvent permettre d'atténuer une souffrance sans nom. De tracer un sentier clair devant mener Haïti vers le rétablissement de la démocratie et de la légitimité. Le troisième élément qui renforcera la police nationale haïtienne et ses évolutions dont je vous ai parlé, est le déploiement d'une force internationale spécialisée qu'a demandé le gouvernement en octobre, ce qui n'est pas encore une réalité. La réalité est que sans ce déploiement international, qui se ferait en collaboration avec la police nationale haïtienne, les effets très positifs du processus politique et des sanctions jusqu'à présent demeureront fragiles et vulnérables, risqueront d'être balayés. Les Haïtiens ont désespérément besoin de son assistance de manière à ce qu'ils puissent vivre leur vie dans la paix. La population vit dans la peur et elle est bien consciente des limitations des forces de police. Et à l'occasion de ce mois, le mois du souvenir, le peuple de Haïti, dont la souffrance n'a pas de fin, compte sur vous. Je vous remercie. Je remercie Madame Lalim pour sa déclaration. Et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil désirant faire une déclaration. Et je donne la parole aux représentants des États-Unis. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général. Merci, Madame Lalim, pour votre intervention. Les États-Unis continuent de travailler pour répondre à la crise humanitaire auquel est confrontée et insécuritaire auquel est confrontée Haïti, auquel est confrontée Haïti, et pour soutenir les efforts qui pourraient mener à la tenue d'élections libres. Nous voudrions également remercier l'Équateur qui a accepté d'être coordonnateur du dossier haïtien à nos côtés. Nous espérons travailler avec eux, avec le reste du Conseil de sécurité pour faire face à la situation actuelle en Haïti. Nous nous félicitons du fait qu'un grand nombre d'acteurs du secteur public, privé, de la société civile ont été en mesure de se retrouver et sont tombés d'accord sur les mesures qui peuvent être prises pour que justement Haïti puisse aller vers des élections justes et libres. L'adoption de l'accord du 21 décembre est une occasion pour les Haïtiens de rétablir la stabilité du pays et de renforcer la gouvernance. Il est vital que l'accord politique et sa mise en œuvre soit un processus inclusif. Et nous nous félicitons du rôle que le secteur privé et la société civile ont joué pour réunir ces parties et adopter cet accord. En outre, pour faciliter les exigences ou le respect des exigences de cet accord politique, Haïti doit relever le défi sécuritaire auquel elle est confrontée. La violence liée aux gangs, aux bandes, a atteint un niveau sans précédent, ce qui n'a fait qu'exacerber la situation humanitaire actuelle et a miné les capacités du gouvernement à faire face à l'épidémie de choléra qui a touché de manière disproportionnée les jeunes et les enfants. Des jeunes et des enfants qui continuent d'être recrutés par les bandes criminelles. Nous continuons d'observer des violations des droits de l'homme, étant donné que ces mêmes bandes qui utilisent la violence sexiste, sexuelle, y compris le viol, pour semer la terreur et accroître leur contrôle des territoires. La communauté internationale, quant à elle, doit accroître ses efforts pour répondre aux besoins humanitaires et aider Haïti à faire face au phénomène de l'insécurité, de manière à ce que justement des progrès puissent être réalisés pour mettre en œuvre l'accord politique de décembre. Nous saluons les efforts de la police nationale haïtienne qui a justement réussi à libérer le terminal de Véreux, terminal où se trouvait terminal pétrolier, où se trouvait beaucoup de carburant, qui a eu une incidence sur justement le fonctionnement des hôpitaux, sur la fourniture d'une assistance humanitaire. Nous nous félicitons de la mise en place d'un régime de sanctions par le Conseil de sécurité qui empêche justement ceux qui contribuent au financement de l'instabilité
Et nous avons encouragé les acteurs à proposer l'inscription de noms sur cette liste. Nous continuons de soutenir les réformes institutionnelles, d'œuvrer à l'apaisement de la situation humanitaire et sécuritaire. Les États-Unis s'efforcent de traiter des causes profondes de l'instabilité en mettant l'accent sur la réforme du secteur de la justice, en mobilisant les possibilités économiques. Nous encourageons également les partenaires à contribuer au panier de financement des Nations Unies, étant donné la nécessité de remédier à la situation à Haïti. Le moment est venu de changer les choses pour ce qui est de la situation sécuritaire. En effet, s'il n'y a pas de progrès sur le front sécuritaire, les progrès sur tous les autres fronts, humanitaires, économiques, ne seront impossibles. Nous encourageons donc la communauté internationale à continuer de mettre l'accent sur le soutien apporté aux efforts de Haïti, pour qu'elle puisse répondre à ses besoins. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis pour sa déclaration. Je mets maintenant la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, je voudrais commencer par exprimer mes plus sincères condoléances suite au décès tragique du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Moussa. Le ministre des Affaires étrangères du Gabon a, au cours de sa vie, défendu la paix et la sécurité en Afrique. Et il a contribué de manière significative au maintien de la paix et de la sécurité à l'international. Son décès est une perte tragique pour le peuple du Gabon. Mes plus sincères condoléances vont à l'ambassadeur Biang et à nos frères et sœurs de la mission permanente du Gabon. Le représentant spécial du secrétaire général, Madame Lalim, vient de nous informer de l'évolution de la situation à Haïti. Je l'en remercie. Je salue la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants permanents de Haïti et du Canada à l'occasion de cette réunion. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. Il y a un vide au niveau du pouvoir, il y a une violence des bandes armées, des bandes criminelles qui a une incidence sur la population civile. Le président et le mandat du président du Sénat, des 10 derniers sénateurs sont arrivés à terme ces deux dernières semaines. Cela veut dire donc que les institutions haïtiennes n'ont plus de représentants élus. La crise de légitimité institutionnelle est donc profonde. Les partis haïtiens, les factions haïtiennes doivent répondre à l'appel de la population et revenir à un ordre constitutionnel et prendre leurs responsabilités et ainsi faire avancer le processus de transition et ce le plus vite possible. Le mois dernier, les autorités intérimaires sont arrivées à un consensus pour une transition inclusive et des élections transparentes, avec certains partis, certains groupes de la société civile, afin de restaurer en 18 mois des institutions démocratiques élues. C'est un pas dans la bonne direction, cependant nous sommes encore loin des attentes du peuple haïtien et des partis concernés. Nous remarquons que certains groupes de la société civile, y compris le groupe de Montana, se sont prononcés à l'encontre de ce document. Les partis à Haïti devraient donc continuer de dialoguer de manière inclusive, renforcer le sentiment d'urgence au sein des consultations politiques, convenir d'un régime de transition crédible et faisable, de manière à pouvoir organiser des organisations libres et justes le plus vite possible. Le BINU devrait être une plateforme de dialogue pour toutes les parties, pour toutes les factions haïtiennes, et devrait respecter les choix du peuple haïtien et accroître les efforts de promotion d'un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens. Monsieur le Président, le dernier rapport du secrétaire général fait remarquer que les activités criminelles violentes des bandes criminelles se sont intensifiées. Plus de 2000 personnes ont été tuées l'année dernière, une augmentation de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Les Haïtiens se félicitent en général des sanctions qui ont été imposées aux gangs haïtiens, à leur soutien, et espèrent que ce régime de sanctions sera efficace.
et permettra de juguler l'activité de ces bandes. Certains nourrissent également l'espoir que ces sanctions seraient imposées à davantage de gangsters qui minent la paix et la stabilité à Haïti. La Chine, à l'instar de beaucoup d'autres membres du Conseil de sécurité, soutient les activités du comité de sanctions. Nous voulons que celui-ci puisse être opérationnel le plus vite possible et examine de toute urgence la liste de sanctions et garantit et surveille la mise en œuvre de ces mesures pour justement dissuader les gangs de commettre davantage de violences. Ceci devrait être l'une des priorités des travaux du Conseil de sécurité. La Chine reconnaît et salue les efforts déployés par la police nationale haïtienne, qui s'efforce de maintenir l'ordre et qui soutient donc les efforts déployés par Haïti pour lutter contre les armes illicites, contre les flux financiers illicites, pour juger les auteurs donc des violations et des infractions. Nous continuons en ce qui nous concerne de soutenir la police nationale haïtienne. Les pays devraient prendre en considération, avant de détacher une force sur le terrain, devront prendre en considération l'avis des acteurs sur le terrain et devraient prendre en considération l'évolution historique qui a marqué justement les activités d'ingérence et d'intervention étrangères. L'année dernière a été marquée par une épidémie de choléra, par une récession économique, une pauvreté accrue, une insécurité alimentaire également accrue, la multiplication des activités criminelles, avec une vulnérabilité particulièrement marquée pour les femmes et les enfants. Certains pays ont adopté des mesures de déportation pour les immigrants haïtiens. Le HCDH s'est inquiété de ces mesures qui pourraient miner les bases du droit international des réfugiés. Nous pensons que les droits humains et la dignité des immigrants haïtiens devraient être protégés et qu'aucun pays ne devrait déporter des migrants. La Chine appuie les Nations Unies et les partenaires régionaux pour que les ressources allant vers Haïti puissent être accrues et que la situation humanitaire puisse être améliorée sur le terrain pour surmonter les difficultés économiques. De concert avec la communauté internationale, nous nous efforcerons de continuer à jouer un rôle constructif pour aider le peuple haïtien à revenir à la paix et à la stabilité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. Je mets maintenant la parole au représentant des Émirats arabes unis. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances au gouvernement et au peuple du Gabon et à nos collègues de la mission permanente du Gabon suite au décès du ministre des Affaires étrangères, Radio Méga. Monsieur Moussa Adamo, pardon. Je voudrais maintenant remercier la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Lamine, pour son exposé circonstancié, pour les efforts qu'elle déploie à Haïti. Nous saluons aussi la présence parmi nous de Haïti, de la République dominicaine et du Canada. Dans le cadre des débats d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur 4 points qui sont particulièrement pertinents pour le chemin que mène Haïti vers la stabilité et la prospérité. Tout d'abord, nous sommes particulièrement encouragés par certains des progrès obtenus sur le front politique, par la signature d'abord de l'accord du 21 décembre. Nous espérons que cet accord permettra de renforcer le dialogue politique, un dialogue politique qui continue d'être fondamental pour arriver à une vision d'ensemble des acteurs politiques haïtiens de l'évolution de la situation. Ceci permettra de contribuer également à renforcer, à améliorer la situation sécuritaire, humanitaire, économique et garantir sur le long terme la stabilité de Haïti. Nous tenons donc à réitérer les appels que nous avons déjà lancés à tous les acteurs. Nous leur demandons de mettre de côté leurs différences et de dialoguer de manière inclusive et constructive afin de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections dignes de ce nom. Deuxièmement, la violence, cela ne fait aucun doute, demeurera en Haïti tant que les institutions judiciaires, les services de détection et de répression, les institutions sécuritaires ne sont pas à même de répondre à l'augmentation spectaculaire de la violence au niveau national. À cet égard, nous saluons les efforts déployés par la police nationale haïtienne, sur lesquels nous devons construire, notamment en réponse au niveau alarmant et persistant de violences sexistes et sexuelles.
Traiter de la situation sécuritaire de manière holistique suppose également de lutter contre la corruption et de lutter contre le trafic et la prolifération des armes illicites et des flux financiers illicites. Nous nous félicitons des efforts déployés par l'ONUDC qui travaille de concert avec les autorités haïtiennes afin de renforcer leur capacité pour faire face aux armes illicites, aux flux financiers. Nous saluons également le rôle et la participation des acteurs régionaux en la matière. Ensuite, troisièmement, nous sommes profondément inquiets étant donné la détérioration de la crise humanitaire en Haïti. Celle-ci doit figurer au rang des priorités du Conseil. Le peuple haïtien est confronté à une insécurité alimentaire, hydrique, à des niveaux sans précédent de pauvreté. Le pays continue d'être vulnérable, notamment vis-à-vis des conséquences des changements climatiques. Ces crises ont été aggravées par la résurgence et la propagation rapide du choléra au niveau national, l'aide humanitaire qui est insuffisante. Nous condamnons une fois de plus l'obstruction aux services de base, à l'accès à l'aide humanitaire et et le blocage donc des artères principales qui ne feront qu'exacerber la situation déjà difficile. Ensuite, quatrièmement, nous ne saurions ignorer les répercussions de la situation humanitaire en matière de santé et de sécurité sur les enfants et sur leur droit à l'éducation. Ainsi, selon l'UNICEF, l'année dernière, plus de 500 000 enfants en Haïti ont perdu accès à l'éducation au niveau national. Ces restrictions rendent les enfants non seulement plus vulnérables au recrutement par les bandes criminelles, mais les empêchent également d'avoir accès à une éducation, d'avoir accès à davantage de chances, de possibilités et de contribuer de manière positive aux communautés. Cela mine le développement sur le long terme du pays. Ceci continuera de nuire au pays au cours des générations à venir. Il est fondamental pour Haïti et les acteurs pertinents de trouver des manières de rouvrir les écoles en toute sécurité et de garantir un accès à l'éducation de manière plus durable. En guise de conclusion, nous allons réaffirmer notre solidarité avec le peuple et le gouvernement de Haïti. Nous réitérons notre soutien au travail des Nations Unies à Haïti, y compris BINU, pour qu'il puisse rétablir la stabilité et la sécurité dans le pays. Nous continuerons de coopérer de manière constructive au débat concernant le régime de sanctions pour Haïti. Nous pensons que c'est un outil important pour lutter contre la violence des gangs à Haïti. Et nous examinerons la proposition du représentant spécial. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je donne maintenant la parole au représentant du Brésil. Merci, Madame la Présidente. D'emblée, à mon tour, je tiens à présenter nos sincères condoléances à l'ambassadeur Biang à la suite de la disparition soudaine du ministre des Affaires étrangères, Moussa Adamo. Veuillez transmettre ces condoléances au gouvernement et au peuple gabonais. Je tiens à remercier la représentante spéciale Hélène Lalime pour son exposé riche en informations. Comme toujours, cet exposé nous a préoccupés vivement, même s'il y a une petite lueur d'optimisme. Je me félicite de la présence parmi nous de M. Jean-Victor Génus, ministre des Affaires étrangères. Radio Méga. Ou plutôt du représentant permanent d'Haïti et du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Monsieur Gilles. Depuis notre dernière réunion en décembre, il y a eu peu de progrès quant à la situation sur le plan de la sécurité en Haïti. Les bandes continuent de contrôler et de paralyser de grands pans de Port-au-Prince, exacerbant ainsi une crise multidimensionnelle dans laquelle le pays est plongé. Qui plus est, la flambée de choléra fait peser de nouveaux risques sur la population haïtienne. Comme nous l'avons déjà dit, l'impasse politique qui règne, ainsi que les crises humanitaires et sécuritaires en Haïti se renforcent mutuellement. Alors que les 10 derniers sénateurs en poste au Parlement haïtien ont quitté leurs fonctions officiellement ce mois-ci, le pays est aujourd'hui sans élus démocratiquement. Le Brésil s'inquiète quant au fait que ce vide d'élégitimité, s'il n'est comblé, pourrait entraîner une crise encore plus profonde
Une percée dans le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition s'impose dès lors pour rompre cet engrenage pervers. À cet égard, nous prenons note de l'initiative lancée le 21 décembre visant à dégager un consensus national aux fins d'une transition inclusive et d'élections transparentes. Nous sommes encouragés par cette initiative politique et nous espérons qu'il s'agira là de l'entame d'un processus global d'unité nationale. Il est d'une nécessité impérieuse d'élargir ce consensus afin que la normalité institutionnelle puisse être rétablie en Haïti et des élections organisées. Madame la Présidente, des groupes politiques et économiques souhaitent créer cette crise humanitaire afin de poursuivre leurs objectifs étroits et ne pourraient régner en maître en Haïti. Nous espérons que le régime de sanctions adopté en octobre permettra d'imposer des sanctions ciblées à ceux qui appuient les violences ou qui se livrent à des violences, quel que soit le pouvoir de ces individus. Alors que certains États membres ont déjà décrété des sanctions unilatérales contre des Haïtiens et Haïtiennes, il est grand temps que le comité de sanctions du Conseil de sécurité sur Haïti entame ses propres délibérations afin que ces sanctions puissent être examinées, imposées avec tout l'appui de la communauté internationale. Pour ce qui est des options présentées par le secrétaire général dans sa lettre en date du 9 octobre et visant à accroître la sécurité en Haïti, et pour ce qui est de l'appel lancé par le gouvernement haïtien de recevoir un soutien armé spécialisé pour aider à juguler la crise humanitaire dans le pays, nous attendons avec intérêt d'en discuter avec les États membres pour aller de l'avant. Madame la Présidente, nous savons tous qu'Haïti a besoin de changements qui vont bien au-delà du contrôle des activités criminelles. Au-delà de mesures sécuritaires, des avancées socio-économiques en Haïti sont primordiales afin de régler cette crise de façon pérenne. Haïti demeure une priorité absolue dans le cadre des projets de coopération internationale du Brésil et nous exhortons les bailleurs de fonds à redoubler d'efforts afin d'encourager le développement économique et social pour que le pays ne plonge pas à nouveau dans la violence lorsque la crise actuelle pourra être contenue. Pour conclure, le Brésil exhorte une fois de plus tous les acteurs politiques haïtiens à élargir le dialogue actuel qui, nous l'espérons, permettra d'ouvrir la voie à des élections régulières et en toute sécurité. Nous croyons en des solutions pilotées par les Haïtiens qui ne pourront se matérialiser que si les acteurs haïtiens acceptent de se parler, de faire des compromis. Quant à nous, je tiens à souligner qu'Haïti est une priorité, a toujours été une priorité pour le Brésil et le demeurera. Le Brésil contribue de longue date à la paix et à la stabilité en Haïti et est toujours pleinement engagé à aider ce pays, en particulier en ces époques difficiles. Merci. Je remercie le Brésil de sa déclaration. La parole est à présent au Mozambique. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des membres des pays A3, à savoir le Gabon, le Ghana et mon propre pays, le Mozambique. Nous souhaitons rendre hommage à feu le ministre des Affaires étrangères du Gabon, qui a consacré toute sa vie au service de l'Afrique, de la communauté internationale et à la cause de la paix et de la sécurité. À notre tour, nous présentons nos sincères condoléances au peuple du pays frère qu'est le Gabon, à la suite de cette grande perte. Madame la Présidente, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime,
pour son exposé circonstancié sur l'évolution de la situation en Haïti au cours des derniers mois. Nous félicitons de la présence parmi nous de son Excellence Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, et ainsi que des représentants permanents d'Haïti et du Canada et du Belize. L'exposé prononcé aujourd'hui par Madame Lalime portait sur des informations familières quant à la situation qui sévit en Haïti et le triste quotidien des citoyens ordinaires haïtiens. Un accord politique piloté par les Haïtiens qui permettrait de rétablir les institutions démocratiques et la gouvernance n'a toujours pas été conclu. Les violences perpétrées par les bandes ont atteint des niveaux sans précédent. L'insécurité alimentaire va croissant. Cette insécurité accrue continue de mettre en péril l'existence d'un pays déjà précaire. Comme nos pays n'ont cessé de le mettre en exergue, la situation qui prévaut en Haïti exige des mesures urgentes. Dans le droit fil de nos responsabilités en tant que membres du Conseil de sécurité, nous nous sommes attelés à accompagner Haïti dans ce processus ces dernières années. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire face à l'ampleur des crises actuelles et afin d'aider Haïti à être plus résiliente face à la résurgence de ces crises. La présence de la communauté internationale en Haïti doit porter ses fruits pour le peuple haïtien. Les A3 sont convaincus que des mesures plus ambitieuses prenant en compte les besoins d'Haïti est susceptible d'arracher les racines des crises qui sévissent dans le pays, que ces mesures donc doivent continuer d'être examinées. À cette fin, les pays A3 souhaitent se féliciter des consultations en cours et des efforts intensifs visant à élargir le soutien en faveur du document national de consensus et de la création du Haut Conseil pour la transition. Nous nourrissons un optimisme prudent quant à ces évolutions politiques. Nous sommes bien conscients qu'un processus politique sans exclusive et crédible, fondé sur un dialogue constructif, peut réunir les conditions nécessaires à des compromis ainsi qu'un accord sur l'avenir politique du pays. Dès lors, nous encourageons tous les groupes de la société haïtienne à appuyer l'accord de consensus national. Il est important que le processus politique soit clair afin de rétablir les institutions élues démocratiquement en Haïti, de renforcer les institutions de gouvernance, les systèmes de justice pénale et afin de remettre le pays sur les rails de la reprise. Nous estimons que cet accord serait une étape cruciale vers l'instauration de la confiance et de conditions propices à lutter contre l'insécurité et l'instabilité politique auxquelles est aux prises Haïti depuis tant d'années. S'agissant de la situation sur le plan de la sécurité,
Les A3 demeurent profondément préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, les violences des bandes et les autres activités criminelles, y compris les violences sexuelles et sexistes, les enlèvements, les homicides, ainsi que l'impunité dont jouissent les auteurs, minent la paix, la stabilité et la sécurité du pays et viennent aggraver les conditions socio-économiques déjà sordides du peuple haïtien. Les effets disproportionnés des violences des gangs sur les femmes et les filles nous alarment. À l'instar du secrétaire général, nous condamnons dans les termes les plus vigoureux le recours à la violence sexuelle par les bandes armées en tant qu'arme pour semer la peur dans les populations locales. Tout en réitérant nos préoccupations sur les bandes et leurs agissements en Haïti, force est de rappeler que les différents défis multidimensionnels et complexes sont intrinsèquement liés en Haïti. L'absence de perspectives économiques pour les jeunes dans les quartiers d'Haïti constitue un facteur qui vient grossir les rangs des bandes. Il est évident que si nous ne redoublons pas d'efforts bilatéraux et multilatéraux afin d'améliorer les moyens de subsistance en Haïti, la pauvreté abjecte et le chômage continueront de jeter les jeunes dans les bras des bandes et alimenteront le cycle d'insécurité qui sévit dans le pays. De surcroît, il est essentiel que nous continuions d'apporter notre concours à la police nationale haïtienne dans sa lutte contre les bandes. Nous ne devons pas ménager nos efforts afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti par la formation et la fourniture de matériel. À cet égard, nous louons les partenaires internationaux d'Haïti pour leur contribution généreuse en appui à la police d'Haïti. Et nous encourageons à aider davantage Haïti. Les pays A3 encouragent les consultations en cours visant à créer et à déployer une force internationale de lutte contre les bandes qui sèment la terreur en Haïti. Nous sommes conscients que de telles mesures doivent continuer d'être accompagnées de mesures visant à lutter contre le foisonnement d'armes et de munitions illicites vers les bandes en Haïti. Et à cet égard, les progrès accomplis par l'ONUDC lors de la période à l'examen sont louables. L'engagement de la communauté internationale en faveur d'Haïti, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national, pour ce qui est de la feuille de route des Caraïbes sur la prolifération illicite des armes à feu et des munitions, pourrait également être très importante. Pour ce qui est des sanctions, nous sommes encouragés par la réaction relativement positive de l'opinion publique haïtienne à l'adoption par le Conseil de sécurité de mesures de sanctions ciblées qui ont contribué à des avancées sur le terrain. Le régime de sanctions doit servir les objectifs qui ont présidé à sa création, notamment priver les réseaux criminels de sources de financement. Il faut donc cibler les personnes dont les liens avec les réseaux de bandes sont clairement établis et éviter de créer un climat de suspicion. Monsieur le Président, la situation humanitaire qui prévaut en Haïti nous préoccupe également vivement.
marquée par une insécurité alimentaire croissante, exacerbée par une épidémie de choléra et des millions de personnes dépourvues d'accès à leurs besoins les plus élémentaires. Nous reprenons à notre compte l'appel de fournir une aide d'urgence face aux besoins humanitaires croissants et afin d'endiguer l'épidémie de choléra. Nous appelons les autres bailleurs de fonds à accroître leur concours lors de cette période critique pour Haïti et nous demandons instamment aux pays de la région d'afficher une plus grande solidarité. Haïti a besoin de l'aide de la communauté internationale et d'autant plus de ses voisins immédiats. Monsieur le Président, nous ne pourrions conclure sans réaffirmer notre soutien en faveur du travail de l'ONU et du BINU sous la houlette de la représentante spéciale, Madame Lalime. Nous allons continuer de tout mettre en œuvre afin d'agir dans l'intérêt du peuple haïtien en cette période difficile. Radio Méga. En tant que première nation noire ayant acquis son indépendance du colonialisme et de l'esclavage, les Haïtiens, que l'on considère comme la 6e région de l'Afrique, ont, en dépit des défis récurrents de violence, ont démontré leur résilience inédite en tant que population. Nous les appelons à démontrer une fois de plus cette résilience en cette période de crise. Alors que nous savons que, même avec le soutien de la communauté internationale, les Haïtiens pourront avancer sur la voie de la stabilité, du développement durable et de l'unité. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant du Mozambique. La parole est à présent à l'Albanie. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, je tiens à présenter nos sincères condoléances au Gabon à la suite de la disparition soudaine du ministre des Affaires étrangères. Je remercie la représentante spéciale, Madame Lalime, de son exposé. Je lui souhaite à nouveau la bienvenue au Conseil de sécurité. Chers collègues, nous réitérons nos vives préoccupations face à l'anarchie, à la situation humanitaire et à l'impasse politique en Haïti. Les bandes criminelles continuent d'assiéger le pays, marqué par le chaos, les destructions et les violences. Nous déplorons les graves violations des droits humains et surtout des droits des enfants, la crise humanitaire épouvantable, alors que près de la moitié de la population connaît maintenant l'insécurité alimentaire aiguë. Tous les problèmes d'Haïti ont de multiples causes, exacerbées par des défis complexes, notamment le manque de capacité ou encore des problèmes structurels qui se sont accumulés. Seules des mesures décisives et vigoureuses pourront briser cette spirale. Tout d'abord, les bandes criminelles doivent être démantelées. Il est important d'avoir recours à la force pour maintenir l'ordre dans le pays et Haïti a besoin de toute notre aide à cet égard. Deuxièmement, il ne peut y avoir de formule magique de l'extérieur. La situation au problème du pays doit venir des Haïtiens eux-mêmes et cette solution doit être maîtrisée et pilotée par les Haïtiens. Nous appuyons tous les efforts visant à réunir les acteurs politiques et la société civile afin de créer une masse critique en faveur du dialogue pour faire face à tous les maux qui accablent le pays. Comme nous le savons, établir la démocratie nécessite l'implication des citoyens, la légitimité des institutions fortes et le dialogue politique, tous des ingrédients qui font défaut en Haïti. Face à cette crise si grave, Haïti ne peut se permettre d'avoir une classe politique responsable qui place ses intérêts au-delà des besoins de la population. Il faut des engagements honnêtes et non pas une cacophonie de voix dissonantes alors que le pays est en flammes. Sinon, seules les bandes contrôleront le pays comme c'est le cas aujourd'hui. Et à cet égard,
Le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes constitue un bon point de départ pour remettre le pays sur les rails de la légitimité afin de prendre les décisions qui s'imposent pour remettre en place la primauté du droit, la démocratie et le développement. Troisièmement, le régime des sanctions dans le cadre de la résolution 2653 a été une grande étape pour lutter contre l'impunité, les violences des gangs. L'application rapide de cette résolution s'impose. Les Haïtiens s'en sont félicités. Nous devons dès lors élargir les sanctions ciblées contre les responsables de cette anarchie, qui doivent savoir qu'ils ne pourront bénéficier de l'impunité. Quatrièmement, nous réaffirmons notre plein soutien en faveur du BINU pour le travail critique qu'il réalise sur fond d'insécurité et de violence. Mais il faut en faire davantage et le Conseil de sécurité doit en faire davantage pour aider le peuple haïtien à reprendre le contrôle de son pays. Voilà pourquoi nous appuyons l'appel à une mission d'assistance internationale à la sécurité. Enfin, en conclusion, souvenons-nous que seuls les bandes, les criminels et ceux qui sont affiliés directement ou indirectement avec ces derniers souhaitent un État failli, une société faible. La démocratie n'est plus possible, les droits humains sont bafoués et les Haïtiens méritent bien mieux. Nous savons que les Haïtiens sont si talentueux, ils ont besoin de notre aide aujourd'hui. Merci. Merci à l'Albanie. Malte. Radio Méga. Monsieur le Président, Malte tient également à présenter ses sincères condoléances à la suite du décès soudain du ministre des Affaires étrangères du Gabon. Monsieur le Président, je remercie également la représentante spéciale Halim pour son exposé très circonstancié des crises d'aujourd'hui. Il est tragique de constater qu'Haïti continue de souffrir de multiples crises, avec les pires crises humanitaires et des droits humains en plusieurs décennies. Dans les zones contrôlées par les bandes, des personnes sont privées de leurs droits fondamentaux, droit à la vie, à l'eau, à l'alimentation, aux soins de santé. Au cours de l'année écoulée, nous n'avons cessé de constater une spirale descendante. Selon le rapport du secrétaire général, les homicides ont augmenté de près de 35%, tandis que les enlèvements ont plus de doublé par rapport à 2021. Des batailles intestines entre des bandes lourdement armées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que dans Artibonite et dans la région du Nord rendent les vies des populations locales insoutenables, avec des meurtres délibérés, des mutilations et des actes de violence sexuelle. Ces violences ont fait que les enfants ne vont plus à l'école et que près de 150 000 Haïtiens sont aujourd'hui déplacés dans leur propre pays. Monsieur le Président, les cas de violence sexuelle et de viol collectif par les bandes armées en tant que stratégie pour étendre leur contrôle sur les communautés sont choquants et répréhensibles. Nous condamnons ces actes sans réserve. Nous appelons à un système judiciaire responsable qui agirait face à l'impunité dont jouissent les auteurs de ces crimes. Nous soulignons également la nécessité d'accroître la disponibilité, l'accessibilité, la qualité des soins médicaux et psychosociaux pour les rescapés de violences sexuelles et de renforcer la coordination entre les différentes unités de la police nationale d'Haïti. Monsieur le Président, la situation humanitaire en Haïti continue de se détériorer, en particulier s'agissant de l'alimentation, de la nutrition. 4,7 millions de personnes connaissent l'insécurité alimentaire aiguë, alors que près de 20 000 vivraient dans des conditions s'apparentant à la famine. Le choléra s'est également propagé rapidement dans les 10 régions du pays, alors que 40% des cas suspectés concernent des enfants. Ces chiffres devraient sans doute s'accroître, sauf si davantage d'aide humanitaire est fournie. Les bandes armées continuent de s'attaquer à des ports et de bloquer les routes, restreignant l'acheminement de l'aide humanitaire et mettant en péril la sécurité des humanitaires. Nous saluons ces derniers qui continuent de risquer leur vie pour apporter une aide salvatrice aux personnes qui ont tant de besoins. Il faut en faire davantage pour garantir l'accès
l'accès humanitaire et fournir les ressources requises à l'intervention humanitaire. Monsieur le Président, la sécurité et la stabilité en Haïti ne pourront être instaurées que grâce à une solution politique inclusive pilotée par les Haïtiens. Le document de consensus national signé par le gouvernement et d'autres acteurs en décembre démontre qu'il est possible de progresser sur le front politique. Nous nous félicitons de cette occasion et nous exhortons tous les acteurs politiques en Haïti à mettre de côté leurs divergences et à se réunir pour le bien du peuple haïtien. Il ressort clairement de l'exposé de Madame Lalime et du rapport du secrétaire général que pour avancer vers une solution politique, le gouvernement haïtien a besoin d'un soutien urgent des Nations Unies et de la communauté internationale. L'adoption à l'unanimité de la résolution 2653 décrétant des sanctions ciblées pour ceux qui se livrent à ou appuient les activités criminelles et la violence des bandes ont déjà porté leurs fruits. Ces sanctions doivent continuer d'être utilisées comme outil afin d'empêcher ceux qui souhaitent semer le chaos ou demander des rançons au peuple haïtien. Nous appelons la communauté internationale à accroître son appui pour la police nationale d'Haïti, notamment dans le cadre des recommandations du secrétaire général. La population haïtienne a besoin d'une action urgente. Il n'y a pas de temps à perdre. Le Conseil de sécurité doit briller par son exemple. Il faut que 2023 soit caractérisé par les progrès vers un avenir marqué par la prospérité et la paix que mérite le peuple d'Haïti. Je remercie Malte et je donne à présent la parole à l'Équateur. Radio Méga. Merci beaucoup. Au seuil de cette intervention, je voudrais tout d'abord exprimer les plus sincères condoléances de l'Équateur au gouvernement du Gabon suite au décès de son ministre des Affaires étrangères, Monsieur Michael Moussa Adamo. Monsieur le Président, en ces 24 premiers jours du 4e mandat de l'Équateur au niveau du Conseil de sécurité, nous avons traité de thèmes centraux pour la paix et la sécurité dans le monde. Et nous avons même pris des décisions nécessaires sur plusieurs questions figurant au programme de travail du Conseil. Nous nous sommes aujourd'hui rendus à cette réunion conscients de l'immense responsabilité qu'ont les Nations Unies d'appuyer par leurs efforts, les efforts de la République de Haïti afin que celle-ci soit en mesure de relever les défis en matière de sécurité, de paix, de développement et de droits humains auxquels son peuple est confronté. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général à Haïti, Madame Lalime, pour son exposé. Je salue le travail qu'elle mène à bien. Je salue également la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, ainsi que celle des représentants de Haïti et du Canada. L'Équateur, l'Amérique latine et les Caraïbes auront toujours présent à l'esprit la contribution historique de Haïti, sa contribution à la liberté de notre pays et de notre région, ainsi que de sa contribution à la liberté et aux libertés de par le monde. C'est la raison pour laquelle le moindre hommage que nous pouvons rendre ici au peuple haïtien, c'est de lui montrer quelle peut être la solidarité et l'unité de la communauté internationale à son service. Je saisis justement cette occasion pour souligner l'unité du Conseil au cours du dernier trimestre de l'année 2022, puisqu'a été renouvelé le mandat du Bureau intégré des Nations Unies à Haïti, le BINU, par la résolution 2645 de juillet 2022, et parce que également ont été adoptées toute une série de mesures bien précises par le biais de la résolution 2653 du mois d'octobre dernier, qui prévoit la mise en place d'un comité de sanctions concernant les personnes et les entités responsables ou qui sont complices d'actes menaçant la paix et la sécurité de Haïti. Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général pour son rapport. Son rapport fait état de la situation difficile
auquel est confronté Haïti, et ce malgré la libération du principal terminal pétrolier, le terminal pétrolier de Vareux, le 3 novembre dernier. Nous saluons à cet égard les efforts de la police nationale haïtienne qui continue de se développer. Nous sommes également conscients, bien sûr, des limitations et des besoins dont a cette force de police haïtienne, étant donné le pouvoir des bandes et gangs criminels. Le Conseil de sécurité, en collaboration avec les autres organes du système des Nations Unies, doit continuer de lutter contre la criminalité transnationale organisée. C'est la raison pour laquelle le Conseil doit continuer de soutenir le travail technique accompli par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, en particulier son travail de promotion du contrôle des frontières, des ports et aéroports, et tout le travail accompli dans le domaine du traçage des flux financiers illicites. L'embargo sur les armes, embargo sélectif, qui est le fruit de la résolution 2653 dont j'ai parlé tout à l'heure, est un point de départ, je crois, qui doit être sur lequel nous devons construire. Celui-ci doit s'accompagner d'efforts pour lutter contre le trafic illicite d'armes à feu. Je souligne à cet égard ce qui est dit sur la question dans le dernier rapport du secrétaire général. L'Équateur s'efforcera dans le cadre de son mandat de renforcer l'appui du Conseil et du système des Nations Unies à Haïti. Radio Méga. Et ce, dans le plus grand respect de sa souveraineté, indépendance, intégrité territoriale et unité. Nous appuierons tous les efforts qui permettront de mettre un terme aux abus et violations des droits humains, à la violence sexuelle et sexiste, à la traite des personnes, au trafic de migrants, ainsi qu'au recrutement d'enfants au service de la violence armée. Aller vers une transition pour toutes et tous, qui est une transition devant nous mener à des élections transparentes, est indispensable. C'est la raison pour laquelle l'accord intervenu le 21 décembre dernier à Haïti est encourageant. Ainsi, nous appelons tous les acteurs impliqués à favoriser l'édification du consensus le plus large sur ce même accord. En même temps, il est évident que si l'on veut garantir la stabilité de tout processus, des conditions minimales en matière de sécurité doivent être réunies. Monsieur le Président, le 3 octobre 1991, alors que nous occupions un siège non permanent au niveau du Conseil de sécurité, par une lettre conjointe, l'Équateur, donc mon pays, et les États-Unis d'Amérique avons transmis au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité la résolution élaborée par les ministres des Affaires étrangères de l'Organisation des États américains. Par le biais de cette résolution, nous exigions le rétablissement de l'ordre constitutionnel à Haïti après le coup d'État intervenu le 29 septembre de cette même année, 1991. Aujourd'hui, tout en saluant le leadership du Mexique et des États-Unis, qui ont permis les avancées que l'on connaît au niveau du Conseil de sécurité l'année dernière, en 2022, et étant donné que le Mexique a terminé son mandat en décembre dernier au niveau du Conseil de sécurité, je voudrais confirmer la décision prise par l'Équateur de travailler de concert avec les États-Unis en tant que coordonnateur de cette question centrale, en collaboration étroite, bien sûr, avec toutes les délégations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de l'Équateur pour sa déclaration et je mets maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. La représentante. Le Royaume-Uni voudrait se joindre à ceux qui ont présenté leurs condoléances les plus sincères au peuple du Gabon suite au décès du ministre des Affaires étrangères, M. Moussa Adamo. Je voudrais remercier la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Lali. Merci pour le travail que vous continuez d'accomplir à la tête du BINOU. Merci pour votre exposé aujourd'hui. Nous saluons la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, les représentants du Canada,
soldats de Haïti. Le Royaume-Uni, sachez-le, reste profondément préoccupé par la situation sécuritaire et humanitaire très grave en Haïti. Les chiffres le disent par eux-mêmes. 58% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 4,7 millions de personnes sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Il y a une augmentation des enlèvements en 2022 qui a dépassé les 100% si on compare cela aux chiffres de l'année précédente. Nous avons également entendu des témoignages effroyables concernant l'utilisation généralisée de la violence sexuelle par les gangs armés comme arme pour insuffler la peur chez les communautés. C'est dans ce contexte que nous considérons qu'il est nécessaire pour la communauté internationale de répondre urgemment à la demande présentée par Haïti d'une assistance internationale. Nous espérons que le Conseil de sécurité pourra débattre de l'autorisation à donner à une mission d'assistance de sécurité internationale proposée par le secrétaire général. Une telle mission aurait pour but d'apporter une réponse aux besoins des Haïtiens et devrait avoir pour but de contribuer au rétablissement de la gouvernance et par la fin de la violence des gangs. Nous reconnaissons également le rôle que jouent les sanctions qui ont été adoptées. Suite à la mise en place d'un comité de sanctions, nous sommes prêts à examiner les demandes d'inscription à cette liste, notamment pour ceux qui participent aux activités des gangs armés, ceux qui contribuent aux violations des droits de l'homme, autant de phénomènes qui continuent de menacer la paix, la stabilité et la sécurité de Haïti. Cependant, les sanctions à elles seules ne sont pas une solution. Le moment est venu, je crois, pour les Haïtiens de se réunir et de chercher ensemble une solution à l'impasse politique, une solution qui permettra de traiter des causes profondes, des problèmes humanitaires, économiques et sécuritaires qui gâchent la vie quotidienne du peuple haïtien. Nous nous félicitons des efforts déployés pour ouvrir un dialogue plus large et des efforts pour arriver à un consensus. Nous réitérons notre appel à tous les acteurs pour qu'ils prennent part au dialogue politique et travaillent ensemble à l'identification et à la mise en place d'une voie qui doit mener ce pays à des élections démocratiques. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Royaume-Uni pour cette déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la Suisse. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de me joindre à d'autres et d'exprimer nos très sincères condoléances à notre cher collègue l'ambassadeur, ainsi qu'au peuple et gouvernement du Gabon, suite au triste décès de leur ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale, Madame Hélène Lalim, pour son exposé. Ces propos illustrent la situation très difficile vécue par les Haïtiennes et les Haïtiens. Suite à l'expiration le 9 janvier de cette année du mandat des 10 derniers sénateurs, comme soulevé par d'autres, le pays n'a plus aucun élu. Radio Méga. Les crises politiques, socio-économiques, humanitaires et sécuritaires se renforcent mutuellement. À cela s'ajoute une résurgence du choléra et le manque d'accès aux services de base. Nous souhaitons exprimer ici notre solidarité avec le peuple haïtien dont la jeunesse se voit privée de perspectives. La Suisse est présente en Haïti depuis très longtemps. Elle y est restée lors de chaque crise et continuera de soutenir les efforts pour améliorer la situation. Nous sommes également favorables à un dialogue national inter-haïtien le plus inclusif et consensuel possible. Permettez-moi de souligner les 3 points suivants. Premièrement, la situation sécuritaire en Haïti est alarmante en raison de l'augmentation constante de l'activité des gangs qui se traduit en violence contre la population. Des viols, des violences sexuelles, des meurtres, des vols, des attaques armées et des enlèvements sont commis quotidiennement. Nous condamnons la brutalité de ces violences, y compris contre les enfants. De plus, nous condamnons les enlèvements et le recrutement d'enfants par des bandes criminelles. Comme le souligne le rapport du secrétaire général, les mesures de prévention et de protection sont insuffisantes. La Suisse tient à réitérer l'importance de la documentation des cas, comme le font les organisations haïtiennes des droits humains, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et le Haut Commissariat des droits de l'homme. Les auteurs de violences doivent répondre de leurs actes et le soutien médical et psychologique aux survivantes et survivants doit être renforcé. Dans les prochains mois, la Suisse va augmenter son soutien à des organisations locales et internationales qui fournissent des services psychosociaux dans certains quartiers contrôlés par les gangs. Radio Méga. Deuxièmement, la Suisse salue l'unité démontrée par le Conseil de sécurité en établissant
un régime de sanctions et la dynamique qui s'est récemment développée suite à son application. Ces mesures peuvent contribuer à la stabilisation du pays, au respect de l'état de droit et surtout à la lutte contre l'impunité et contre la corruption. Elles doivent être mises en œuvre de façon effective. À cet effet, nous espérons que le groupe d'experts pourra commencer son travail sur le terrain rapidement. Le Conseil a reconnu la nécessité de procédures équitables et claires et exprimé son intention d'autoriser l'ombudsperson à cet effet. Troisièmement, plus de la moitié de la population haïtienne vit sous le seuil de la pauvreté et on estime que 4,7 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. En tant que donatrice, la Suisse soutient le programme alimentaire mondial et le Fonds de consolidation de la paix en contribuant aussi directement à des organisations implantées dans les provinces du Sud. Nous travaillons avec les autorités à tous les niveaux ainsi qu'avec des organisations locales en vue de renforcer la protection sociale, la sécurité alimentaire et de réduire les risques de catastrophes souvent exacerbés par le changement climatique, tout en améliorant l'accès à l'eau et la gouvernance locale. Nous constatons avec préoccupation que l'accès à l'aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire sont fortement compromis par la violence des gangs, réduisant ainsi l'impact de nos efforts et ceux de nos partenaires. Monsieur le Président, ce Conseil s'est montré uni dans son engagement pour le Haïti et doit soutenir l'amélioration de la situation sur place. La Suisse s'engage aux côtés des Haïtiennes et des Haïtiens en vue de renforcer la bonne gouvernance à tous les niveaux, l'état de droit, la sécurité, la stabilité du pays, ainsi que la protection des droits humains. Elle s'engage aussi pour améliorer la coordination de la réponse aux multiples besoins. Nous espérons que la communauté internationale continuera à maintenir une présence en Haïti. La Suisse se tient prête à soutenir tout effort à cet égard. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Suisse pour cette déclaration et je donne maintenant la parole à la représentante de la France. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et comme mes collègues, je souhaite également présenter mes plus sincères condoléances au Gabon, au peuple gabonais, à l'ensemble de la mission permanente ici à New York à la suite du décès de leur ministre des Affaires étrangères, Monsieur Moussa Adamo. Je souhaiterais remercier Madame Lalim pour sa présentation et saluer la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine ainsi que des représentants d'Haïti et du Canada. Monsieur le Président, nous étions réunis il y a tout juste un mois pour faire un constat alarmant et force est de constater que la situation a continué à se dégrader. C'est avec un sentiment de grande urgence que la France appelle la communauté internationale à redoubler ses efforts. Permettez-moi de revenir pour ma part sur quelques priorités. Premièrement, nous avons accueilli avec intérêt la signature le 21 décembre dernier d'un document de consensus national et nous encourageons les acteurs haïtiens à poursuivre un dialogue inclusif qui doit déboucher sur l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. À cet égard, nous espérons la nomination rapide d'un comité électoral provisoire et la fixation d'un calendrier. Je rappelle, comme la représentante spéciale l'a également souligné, qu'il n'y a plus aucun élu dans l'ensemble du pays depuis l'arrivée à échéance le 9 janvier du mandat des 10 derniers sénateurs. La classe politique doit faire preuve de responsabilité afin de sortir de l'impasse actuelle. Deuxièmement, la situation sécuritaire demeure extrêmement difficile et l'objectif doit être de soutenir avec plus d'efficacité la police nationale haïtienne qui est en première ligne. Elle a besoin, nous le savons tous, d'équipements, de financement, de formation. Et pour rétablir la sécurité, les autorités haïtiennes ont également lancé un appel à la communauté internationale. Nous nous tenons prêts avec nos partenaires à faire davantage afin de redresser la situation sur le terrain. Troisièmement, la France salue la constitution du comité 2653 et son panel d'experts et nous espérons que ce comité se mettra rapidement au travail afin de faire des propositions. Les sanctions constituent un signal dissuasif pour les criminels, leur soutien politique, leur soutien financier. Mais nous le savons également, les sanctions seules ne résoudront pas tout et il est impératif de reconstruire la justice en Haïti. La lutte contre l'impunité, le renforcement de la chaîne pénale dans son entièreté doit être une priorité si nous souhaitons à terme mettre fin à la violence. Enfin, c'est mon dernier point, la France restera engagée pour faciliter l'aide humanitaire, en particulier sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, car nous ne pouvons nous résoudre à l'engrenage actuel.
Monsieur le Président, la France continuera de soutenir les efforts des Nations Unies ainsi que de toutes les organisations qui œuvrent pour Haïti. C'est aussi le cas de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous continuerons autant qu'il est nécessaire de nous tenir aux côtés du peuple haïtien. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France pour sa déclaration et je donne maintenant la parole à la Fédération de Russie. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons avant toute chose présenter nos sincères condoléances à la délégation du Gabon et au peuple gabonais à la suite du décès du ministre des Affaires étrangères, Moussa Adamo. Nous le pleurons aux côtés de nos amis gabonais. Nous remercions Hélène Lalime pour son exposé. Selon les chiffres figurant dans le rapport du secrétaire général sur l'année 2022, la situation continue de se détériorer. Le nombre de meurtres augmente, mais également d'enlèvements, de cas de violences sexuelles et le nombre de déplacés et de réfugiés. Les dernières informations faisant état de regains de violence dans les rues de Port-au-Prince ne laissent planer aucun doute quant au fait que la criminalité demeure le principal problème en 2023 également. Nous sommes profondément préoccupés par les problèmes humanitaires accentués par l'épidémie de choléra. Selon l'OCHA, ce dernier mois, le nombre de cas de choléra a augmenté de 57%. Il est évident que si les activités des institutions d'État ne reprennent pas pleinement et si un dialogue politique inclusif n'est pas amorcé, l'on ne pourra sortir de la situation actuelle, difficile. Nous suivons de près les efforts en la matière et nous avons attiré l'attention sur la signature d'un accord de consensus national le 21 décembre 2022. Toute mesure susceptible de contribuer à surmonter les divergences et à rétablir l'ordre constitutionnel en Haïti mérite d'être encouragée. Toutefois, il importe que toutes les grandes forces d'opposition puissent participer au dialogue. Pour l'instant, force est de constater que le pays est dépourvu d'organes de pouvoir élus légitimes. Et récemment, les mandats des derniers sénateurs ont expiré, qui avaient été élus selon les procédures juridiques en vigueur. Nous l'avons souligné à maintes reprises, la crise de légitimité constitue l'un des principaux obstacles empêchant de sortir le pays du cercle vicieux de l'anarchie, des violences et de la dégradation socio-économique. En Haïti, la crise de l'État est principalement le fruit de manœuvres politiques étrangères et de politiques néocoloniales. Et c'est pour ces raisons que plusieurs collègues du Conseil de sécurité n'appellent pas les choses par leur nom. La communauté internationale doit envoyer à Port-au-Prince un message clair quant à la nécessité de mettre en place des organes légitimes de pouvoir en se fondant sur les documents internationaux et régionaux, à l'instar de la Charte démocratique interaméricaine de 2001. Nous estimons que cette question devrait être davantage mise en relief dans le rapport du secrétaire général. Nous sommes favorables à l'appel du secrétaire général à mener une enquête sur le meurtre du président Jovenel Moïse. Alors que cela fait près de 18 mois qu'a eu lieu cette tragédie qui est liée à une ingérence étrangère, il n'y a pas eu de progrès dans cette enquête. Tous les coupables et surtout les commanditaires de ce meurtre doivent rendre des comptes et doivent être sanctionnés. Nous sommes par ailleurs très déçus que dans le document du secrétaire général, les mesures coercitives unilatérales sont présentées sur un pied d'égalité avec les sanctions du Conseil de sécurité. Et ces deux instruments très différents figurent dans un seul et même chapitre du rapport. Tout le monde sait que dans d'autres pays, les sanctions unilatérales ont déjà entraîné de lourdes conséquences humanitaires et économiques. Et on ne peut pas les considérer vraiment comme une aide de la communauté internationale à tel ou tel pays. Concernant Haïti, nous y voyons une tentative des États-Unis et du Canada d'influer sur les processus internes dans le pays, comme cela les arrange. Cependant, ces mesures ne peuvent en aucun cas être considérées comme la volonté de la communauté internationale, qui ne s'exprime que par les documents du comité de sanctions du Conseil de sécurité que nous avons créé ensemble.
Nous comptons sur l'intensification des activités de ce comité, notamment afin de mettre au jour les véritables sources de financement des bandes haïtiennes et les itinéraires de livraison illicite d'armes dans le pays. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie pour sa déclaration. Et je vais maintenant faire une déclaration en tant que représentant du Japon. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalim, pour son exposé et les efforts qu'elle déploie à Haïti. Je salue la présence parmi nous et la participation à cette réunion du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants permanents de Haïti et du Canada. Haïti est aujourd'hui confronté à une crise sécuritaire, humanitaire et à une récession économique. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale doivent renouveler leur solidarité vis-à-vis du peuple haïtien. Nous devons également accroître notre soutien aux efforts qui sont en cours pour surmonter la crise protéiforme auquel ce pays est confronté, pour rétablir l'état de droit et arriver à garantir une stabilité sur le long terme. Nous sommes particulièrement inquiets de la violence causée par les gangs armés, par les activités criminelles qui ont également exacerbé les difficultés économiques et humanitaires. Par conséquent, le rétablissement d'un niveau minimal de l'ordre est une priorité. À cet égard, nous soutenons les sanctions qui ont été mises en place par la résolution 2653. Nous pensons que c'est un outil qui permettra de rétablir la sécurité et la stabilité à Haïti, et nous encourageons le groupe d'experts à visiter ce pays le plus vite possible. Nous prenons note également de l'appel lancé par le secrétaire général pour que soit déployée une force armée spécialisée, une force internationale, et nous sommes prêts à débattre de la question au niveau du Conseil pour trouver une manière de soutenir des initiatives pertinentes. La responsabilité première en matière de rétablissement et de maintien de l'ordre et de la sécurité incombe cependant aux autorités haïtiennes. La police nationale haïtienne doit donc être soutenue, elle doit être équipée de manière à pouvoir s'acquitter de ses fonctions avec le soutien de la communauté internationale. En ce qui nous concerne, le Japon contribue au panier de financement qui a été mené par le Canada et les États-Unis pour soutenir la police nationale haïtienne. Nous sommes également profondément inquiets par la propagation rapide du choléra au cours des derniers mois, qui a eu une incidence bien sûr sur les populations les plus vulnérables, en particulier les enfants. Pour faire face à cette crise, nous avons décidé d'octroyer un financement d'urgence à hauteur de 3 millions de dollars un petit peu plus tôt ce mois-ci, qui sera mis en œuvre par le biais d'organisations humanitaires internationales. Il est également impératif de renforcer la résistance socio-économique d'Haïti pour lui permettre de garantir la stabilité à long terme, la stabilité immédiate à moyen et à long terme du pays et de ses communautés. Il est fondamental également de garantir la sécurité humaine en protégeant et en favorisant la montée en puissance des populations, y compris des femmes, les jeunes et des populations vulnérables. Les efforts devraient se centrer en particulier sur la mise en place d'institutions plurielles, responsables, plus efficaces, à même de fournir les services de base. Le Japon a, au fil des ans, investi dans les institutions et dans la population haïtienne pour renforcer la résistance du pays. Nous soutenons ainsi la construction d'installations médicales depuis le tremblement de terre dévastateur de 2010. Tous ces efforts, cependant, doivent être basés et soutenus par une unité politique au niveau national. Nous appuyons les efforts du gouvernement haïtien qui s'efforce de forger, d'arriver à un accord réunissant les secteurs civils et politiques à Haïti. Je salue en particulier la signature de l'accord du 21 décembre. Nous espérons que ceci permettra de faire émerger un consensus. Nous appelons ainsi tous les acteurs haïtiens à se joindre à ce processus et à promouvoir un dialogue qui permettra de rétablir l'ordre et de tracer la voie vers des institutions démocratiques par le biais d'élections transparentes, libres et justes. Nous réaffirmons l'importance des missions de bons offices menées à bien par les Nations Unies, y compris le BINU, et nous espérons que ces efforts permettront d'encourager un dialogue constructif. Pour conclure, nous réitérons notre volonté de continuer de soutenir les efforts déployés par Haïti pour surmonter les défis sans précédent auxquels ce pays est confronté. Et je reprends maintenant mes fonctions de président du Conseil de sécurité. Et je donne maintenant la parole au représentant de Haïti, s'il vous plaît. Radio Méga. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances attristées à l'ambassadeur de la République gabonaise,
suite au décès soudain du ministre des Affaires étrangères de ce pays frère. Monsieur le Président, je voudrais saluer la présidence japonaise du Conseil et remercier les membres du Conseil de sécurité pour l'intérêt qu'ils continuent de manifester face à la crise multidimensionnelle qui frappe Haïti. Je salue la participation à cette réunion du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants permanents du Canada et du Belize au nom de la communauté des États de la Caraïbe. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour son exposé éclairant sur les développements récents en Haïti et pour la présentation du rapport S-2023-41 du secrétaire général qui nous fournit un diagnostic complet sur la situation sociale, politique, économique et sécuritaire en Haïti, assorti de nombreuses observations opportunes. Monsieur le Président, nous sommes à mi-parcours du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, renouvelé le 15 juillet 2022 pour une année. Radio Méga. Cette réunion constitue donc pour nous une évaluation qui permettra de voir les progrès accomplis, les lacunes à combler et les défis à surmonter dans l'exécution de son mandat. Elle survient seulement un mois après la réunion du 21 décembre dernier où le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Jean-Victor Généus, était présent pour présenter les derniers développements de la situation globale dans le pays. Il en avait profité pour renouveler la requête du gouvernement auprès du secrétaire général de l'ONU pour un appui robuste en vue d'aider la police nationale à faire face aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels le pays est confronté. Monsieur le Président, nous nous félicitons que le rapport du secrétaire général ait souligné, malgré la crise multidimensionnelle, certaines avancées importantes réalisées par le gouvernement. À cet effet, sur le plan politique, la signature le 21 décembre 2022 de l'accord intitulé Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes constitue sans conteste un accomplissement majeur. Ce document, qui a été adopté en Conseil des ministres et publié dans le journal officiel Le Moniteur le 3 janvier dernier, constitue une feuille de route devant guider le pays vers la sortie de cette grave crise qu'il traverse. Il prévoit la mise en place des structures politiques, à savoir le Haut Conseil de transition HCT, qui est constitué de 3 membres venant du secteur privé des affaires, du secteur social et du secteur politique, et un organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, composé de 21 membres devant lequel le gouvernement devra rendre compte. Par ailleurs, un conseil électoral provisoire devant organiser les joutes électorales sera bientôt installé. Radio Méga. Il est prévu dans la feuille de route du HCT et de l'OCAG un échéancier clair devant conduire aux élections et au rétablissement des institutions républicaines au cours de l'année 2023. Le cap est mis sur les élections et le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, en a fait l'annonce dans le but de rassurer les participants aux prochaines joutes. Il convient également de signaler qu'au terme de cet accord, le gouvernement sera ouvert à de nouveaux secteurs. Le gouvernement se réjouit que ces efforts aient été couronnés de succès et aient été reconnus par de nombreux secteurs, tant au niveau national qu'au niveau international. Le secteur privé des affaires, le secteur associatif et le secteur politique ont tous félicité les efforts du gouvernement visant la recherche d'un consensus national pour mettre le pays sur la voie du retour à l'ordre constitutionnel. Il en est de même au niveau international, de l'Union européenne et du département d'État américain qui ont salué l'accord du 21 décembre.
La communauté internationale encourage les acteurs politiques à poursuivre ce dialogue inclusif devant conduire à la restauration des institutions démocratiques. Monsieur le Président, Radio Méga. en matière d'état de droit, il y a lieu de mettre en exergue deux faits non négligeables. Le premier concerne la nomination du président de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, qui est choisi parmi les juges les plus anciens. D'autres juges seront nommés pour compléter la composition de cette importante institution et la rendre à nouveau fonctionnelle après être restée plus de 18 mois inopérante. Le deuxième fait important, une décision historique par sa portée, concerne la recommandation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'écarter de la magistrature un certain nombre de juges décriés par la clameur publique. En dépit de toutes ces avancées significatives, la situation en Haïti demeure toujours très préoccupante et fragile, comme l'avait bien souligné le ministre Généus lors de la réunion du 21 décembre dernier. Il ne faut donc pas se méprendre. Le pays continue à faire face à de nombreux défis, notamment des défis sécuritaires et humanitaires. Les cas de kidnapping dans la capitale continuent ainsi que la violence des gangs armés. Même les policiers ne sont pas exempts. Ainsi, au cours de la semaine écoulée, plusieurs d'entre eux ont été assassinés. La circulation des personnes et des biens continue d'être perturbée aux entrées nord et sud de la capitale, ce qui contribue à asphyxier davantage l'économie du pays qui tombe en récession, engluée dans le marasme avec un taux de croissance négatif depuis plus de 3 ans et une inflation atteignant près de 47%. Radio Méga. C'est une situation économique catastrophique qui entraîne de graves conséquences sur les conditions matérielles de vie de la population vivant déjà dans la précarité. La situation s'est aggravée par la crise humanitaire et l'insécurité alimentaire qui frappe plus de la moitié de la population. De plus, la résurgence et la propagation du choléra constituent une véritable menace de santé publique pour le pays. Monsieur le Président, le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays demeure toujours une urgence pour le gouvernement. Il s'avère plus que jamais nécessaire et urgent d'adopter des solutions fortes à court terme pour rétablir un climat sécuritaire sûr et stable comme préalable à la création des conditions devant permettre d'avancer avec le processus en cours. Sans la sécurité, on ne peut prétendre à des élections honnêtes, transparentes et démocratiques, au rétablissement et au fonctionnement normal des institutions dans le pays. Nous faisons nôtre l'appel lancé par le secrétaire général dans son rapport au paragraphe 75 et nous citons « Malgré la fin du siège du terminal pétrolier de Vareux, je réaffirme qu'il faut de toute urgence déployer une force armée spécialisée, comme je l'ai expliqué dans la lettre que j'ai adressée le 8 octobre au président du Conseil. » Fin de citation. S'agissant des sanctions, le gouvernement salue le travail du comité des sanctions et du groupe d'experts qui d'ailleurs doit se rendre en Haïti très prochainement. Il espère qu'ils effectueront un travail efficient qui permettra de punir les vrais coupables. Monsieur le Président, nous n'avons cessé de le répéter ici que l'heure est grave. Il nous faut beaucoup plus d'action. Il n'y a pas de place pour la lassitude. Nous avons une obligation d'agir vite. Nous nous félicitons des efforts déployés par les membres du Conseil sur la situation en Haïti. Et nous profitons de cette opportunité pour les encourager à œuvrer davantage en vue d'aboutir à un consensus concernant l'appel du 7 octobre 2022 du gouvernement à la communauté internationale au déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée pour renforcer les efforts de la police nationale d'Haïti afin de lutter contre les gangs.
C'est un impératif du moment, car il s'agit de maîtriser les gangs armés, rétablir l'ordre et la paix par l'exécution d'un plan national de sécurité. Radio Méga. Il n'y a plus de délai et la situation sécuritaire risque de s'aggraver chaque jour au désarroi d'un peuple en détresse qui souffre amèrement. Ne pas agir, c'est ne pas pénétrer la profondeur de la crise. L'objectif final fixé par le Premier ministre Ariel Henry est de remettre le pouvoir des élus capables d'adresser les grands défis politiques et socio-économiques auxquels le pays est confronté. Le gouvernement d'Haïti renouvelle son appel à la solidarité agissante de la communauté internationale pour l'aider à subjuguer le phénomène des gangs et lui permettre de conduire à terme le processus de retour à l'ordre démocratique dans le pays. Je vous remercie. Je remercie le représentant d'Haïti de sa déclaration. La parole est à présent à son Excellence, Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je saisis cette occasion pour présenter aux représentants du Gabon nos condoléances suite au décès regrettable du ministre des Affaires étrangères, M. Michael Moussa Adamou, et nous lui demandons de présenter ses condoléances également à sa famille. Nous remercions tous les intervenants pour leurs exposés ce matin. Nous remercions en particulier la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Lalim, dont nous saluons le travail inlassable. Nous félicitons également l'Équateur qui est maintenant co-coordinateur avec les États-Unis sur ce dossier important, et vous pourrez compter, sachez-le, sur notre plein soutien. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, mesdames et messieurs les représentants permanents, monsieur le représentant de Belize, du Canada et de Haïti. À l'occasion de cette nouvelle année, nous nourrissons l'espoir que les questions encore en suspens pourront faire l'objet d'issues positives. La question qui nous occupe aujourd'hui, la crise haïtienne, est une question récurrente au cours de l'année qui vient de s'écouler, a été une question récurrente au cours de l'année qui vient de s'écouler, et malgré toute l'attention dont elle a bénéficié, nous attendons encore une issue favorable pour rétablir la paix et la concorde en Haïti. Le 21 octobre dernier, le Conseil a adopté la résolution 2653 qui a mis en place un comité de sanctions pour ceux qui financent les organisations criminelles qui sèment la violence et le chaos en Haïti. Cependant, la principale demande des autorités haïtiennes, qui a été confirmée par le secrétaire général, à savoir le déploiement d'une force digne de ce nom d'assistance pour sa police nationale, pour lui permettre d'éliminer la violence honteuse qui touche ce pays, continue de faire défaut. Quelles sont les chances véritables de voir le Conseil de sécurité agir dans cette crise haïtienne de longue durée sur la base des propositions qui sont entre ses mains? Nous sommes conscients de l'historique des missions de l'ONU en Haïti. Le gouvernement dominicain est donc considère donc qu'il est légitime d'examiner et de planifier chaque réponse pour éviter de répéter les erreurs du passé, surtout pour éviter une solution qui ne prendrait pas en compte la volonté des Haïtiens. Mais en tant que témoin direct du drame humain qui règne dans ce pays, nous savons également que chaque minute qui passe, chaque minute d'attente suppose une dégradation de la situation et davantage de souffrance pour les populations, pour les citoyens innocents. Nous avons toujours eu conscience du fait qu'un pacte national menant à la tenue d'élections justes, libres et transparentes, c'est un élément fondamental pour rétablir la stabilité en Haïti, par le biais de la légitimité de ces autorités, de ces institutions. Cependant, je me dois de souligner que ce pacte national et ces élections doivent nécessairement aller de pair d'un processus tout aussi urgent de pacification. Quelque chose qui aujourd'hui ne semble pas à portée de vue et à portée de main. Malgré la consternation que cause chez nous la situation de nos voisins, nous pouvons réitérer sans légèreté et avec la plus grande fermeté que cette situation constitue une menace pour la sécurité nationale de la République dominicaine. En effet, nous sommes le seul pays à partager une frontière terrestre avec Haïti, sur une île qui est relativement petite. Nos économies
et le commerce qui nous unit sont véritablement très imbriqués. Les Haïtiens sont les principaux immigrants sur le territoire dominicain. Étant donné l'impossibilité qu'il y a de gérer comme il se doit la frontière sur la base d'un principe de responsabilité partagée, cet espace qui est la frontière est devenu aujourd'hui une source de problèmes. Traite de personnes, trafic d'armes, de substances illicites, contrebande de marchandises, autant de fléaux que mon gouvernement contre lesquels mon gouvernement lutte bec et ongle avec l'aide de nos partenaires internationaux, mais dans des conditions qui sont chaque jour de plus en plus difficiles. Radio Méga. La gouvernance d'une frontière de cette nature est pratiquement aujourd'hui ingérable, étant donné que l'une des deux parties est dans l'impossibilité de garantir l'état de droit. Se pose également le problème de la fourniture des services de base à la population migrante qui est en situation irrégulière et l'incidence que ceci a sur les politiques sociales de mon pays. Cette réalité n'est pas motivée par une attitude xénophobe ou anti-immigrante de mon pays. La République dominicaine est un émetteur net de migrants et notre histoire a été toujours marquée par des mouvements humains dans les deux sens. Mais lorsque le flux de personnes ne se fait pas de manière légale, lorsqu'il ne se fait pas de manière ordonnée et sûre, ceci suppose des risques politiques, socio-économiques et sécuritaires. Et il est très difficile de garantir les droits des immigrants. Beaucoup des gouvernements ici représentés, en particulier les membres permanents, même si ce sont des pays à haut revenu, ont déjà fait part de leurs inquiétudes, étant donné la difficulté qu'ils ont eux-mêmes de gérer des flux migratoires irréguliers de plus en plus croissants. Imaginez-vous le défi dans le cadre de la frontière dominico-haïtienne, étant donné la crise humanitaire institutionnelle en Haïti. C'est la raison pour laquelle, une fois de plus, nous précisons que le gouvernement de mon pays est obligé de prendre des mesures nécessaires pour freiner l'incidence que la violence et la détérioration des institutions en Haïti peuvent avoir sur notre territoire. Notre pays est un pays solidaire qui respecte le droit international. D'autant plus dans le cas de Haïti, qui est un pays frère avec lequel nous disposons d'un traité de paix et d'amitié perpétuelle. Nous l'avons dit à de multiples reprises. Nous sommes prêts à continuer de jouer le rôle du bon voisin. Cependant, notre rôle serait très différent et notre travail serait très différent si nous bénéficions du soutien de la communauté internationale pour rétablir la paix et la sécurité en Haïti. Depuis 2019, depuis que nous sommes membres du Conseil, la République dominicaine s'était inquiétée de la réduction de la portée de la mission des Nations Unies à Haïti. Nous insistions déjà à l'époque sur le fait qu'il était nécessaire de disposer d'une mission forte, avec des capacités élargies, avec un financement suffisant pour rétablir et ramener la paix et la stabilité durable à Haïti. Aujourd'hui, la situation de ce pays frère, au lieu de s'améliorer, a plutôt tendance à se dégrader. C'est la raison pour laquelle nous vous alertons et vous mettons en garde, étant donné la détérioration constante de la situation. Monsieur le Président, nous sommes d'accord avec l'affirmation de certains, comme l'a dit le chancelier allemand Olaf Scholz. Nous sommes confrontés à un Zeitenwende, un point d'inflexion, un changement tectonique d'époque. Il faisait référence à la crise du multilatéralisme qui ne correspond plus à la réalité actuelle. Par conséquent, il est nécessaire de moderniser notre organisation pour que celle-ci puisse jouer le rôle d'outil nous permettant de garantir la sécurité universelle et ainsi faire valoir les valeurs qui figurent dans sa charte. C'est une vision que partage le président Xi Jinping et que reflète la récente stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Étant donné cette surprenante coïncidence des dirigeants du monde, il est clair que l'avenir aura besoin ou exigera une organisation des Nations Unies beaucoup plus forte. Une organisation qui, sans cesser de lutter pour libérer l'humanité des armes de destruction massive, eh bien, s'efforcera avec le même élan de résoudre les conflits armés de plus petite taille qui causent autant de souffrances.
Mais ceci n'est possible que s'il y a un très haut niveau de confiance dans cette institution tout à fait vénérable de la part des gouvernements et des citoyens du monde. Le secrétaire général Guterres l'a dit lui-même le mois dernier dans cette salle. Il a dit un point mort, donc arriver à un point mort dans la mission qui est la nôtre de maintenir la paix et la sécurité internationale, c'est une impasse pour des millions de femmes, de filles, d'hommes, de familles qui souffrent de ces conséquences et qui ont placé leur confiance en nous, pour que nous dépassions justement ces dynamiques de pouvoir. Alors la question est de savoir comment nous pouvons aspirer à forger une telle confiance si nous ne sommes pas en mesure d'agir face à une crise aussi particulière et aussi réduite que celle de Haïti. Tant que ne sera pas engagée une action véritable contre les criminels qui empêchent Haïti d'embrasser son destin, je ne pense pas, avec tout le respect que je vous dois, que nous pouvons demander au peuple haïtien et aux autres peuples qui sont témoins de cette tragédie qu'ils placent leur confiance dans les Nations Unies. Je vous remercie. Je remercie son Excellence Roberto Alvarez Gil. Je donne la parole au représentant du Canada. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie de nous donner l'occasion de prendre part à cette discussion. J'espère que mon collègue de Gabon a compris la réaction unanime de ses collègues en attendant les nouvelles très tristes de la mort du ministre Adamo. Vous avez toutes nos pensées pendant cette période si difficile pour vous personnellement et pour votre pays. Monsieur le Président, la crise à multiples facettes que traverse Haïti demeure, comme nous l'avons entendu de Madame Lalime, et d'ailleurs je vous remercie sincèrement de votre travail et de votre exposé aujourd'hui, demeure donc très grave et également précaire. De nombreux enfants sont déscolarisés, recrutés par les gangs. De nombreuses jeunes femmes craignent d'être violées chaque jour. Les travailleurs qui quittent leur domicile le matin ne savent pas forcément s'ils vont être kidnappés pendant la journée. Et des communautés confrontées à des conditions proches de la famine. Les Haïtiens vivent cette réalité au quotidien. Nous devons faire davantage, je pense que c'est évident. Nous devons également faire les choses différemment que par le passé. Et je pense que c'est également limpide. À cet égard, je voudrais formuler 4 observations. Tout d'abord, nous devons tirer les leçons de l'histoire des grandes interventions militaires en Haïti, parce qu'elles n'ont pas réussi à apporter une stabilité à long terme aux Haïtiens. Le Canada est intimement convaincu que toutes les solutions doivent être dirigées par les Haïtiens et qu'il faut renforcer les institutions haïtiennes afin de freiner les violences et que nous puissions apporter une contribution durable. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que parvenir à la sécurité en Haïti constitue une priorité non seulement pour le peuple haïtien, mais pour la région. Nous l'avons entendu très clairement. C'est une priorité pour les voisins d'Haïti. Et tous l'ont dit dans leurs interventions aujourd'hui qu'il s'agit d'une priorité. Le Canada ne réfléchit pas seulement à ce qu'il faudrait faire. Nous prenons déjà des mesures qui s'imposent à nos yeux. Ces derniers mois, nous avons travaillé avec la police nationale d'Haïti afin de mieux comprendre cette crise et également de voir comment nous pouvons contribuer davantage à régler les problèmes. Nous sommes déterminés à travailler avec d'autres partenaires pour réaliser des progrès en ce sens, notamment avec le BINU et le Conseil de sécurité. À l'heure actuelle, nous sommes en train de resserrer nos liens, de fournir davantage d'aide à la police nationale d'Haïti. Nous continuons de la former. Il ne s'agit pas ici de formation, de financement. Je veux dire qu'on ne fait pas, qu'on ne se contente pas d'en parler. Non, nous agissons. Nous fournissons également un matériel plus robuste à la police et nous voulons veiller à ce que les policiers puissent faire face à l'ampleur des violences dans le pays aujourd'hui. Nous allons continuer d'agir aux côtés du Conseil de sécurité pour voir quelles mesures supplémentaires pourraient être
prises. Nous sommes ravis également que de nombreux autres pays ont contribué au fonds visant à garantir la professionnalisation de la police nationale d'Haïti, et nous encourageons d'autres partenaires à se joindre à ces efforts, car certains nous ont rejoints, mais pas tous. Nous pensons que toutes et tous devons joindre le geste à la parole. Il est important de soutenir les acteurs haïtiens pour reconstruire les systèmes judiciaires et correctionnels du pays, renforcer l'état de droit et lutter contre la corruption et l'impunité. Continuer à exercer une pression sur les gangs et l'élite qui les soutient. Ce Conseil agit rapidement pour établir des sanctions qui, selon ce que nous pouvons comprendre, et j'étais heureux d'entendre les paroles de Mme Lalime aujourd'hui, portent fruit. À ce jour, le Canada a imposé des sanctions autonomes contre 15 membres de l'élite haïtienne en réponse à des actes de corruption importants et à d'autres comportements flagrants, notamment le soutien financier et opérationnel illicite apporté aux gangs armés. Le Canada va continuer de discuter avec le Conseil et avec d'autres pays comment nous pouvons faire plus. Et nous attendons les rapports venant des experts qui peuvent nous dire exactement ce que nous pouvons faire encore. Troisièmement, pour briser le cycle des crises, nous devons accompagner Haïti pour relancer son économie et entreprendre un développement socio-économique qui est vraiment durable. Et c'est ça qui manque à présent. Nous pensons que Haïti mérite notre solidarité et notre soutien prévisible. Les jeunes Haïtiens doivent avoir l'espoir qu'il y a un avenir pour eux dans leur pays d'origine. Et naturellement, comme a dit beaucoup de monde, nous allons continuer de travailler sur la crise humanitaire qui existe à présent et surtout pour faire face à la situation de la pandémie de la choléra. Quatrièmement, le Canada encourage les intervenants haïtiens à développer un consensus même plus large. Parce qu'il y a toujours des groupes qui sont pas là. Et je veux dire que il y a des jours où on n'est pas tout à fait toujours avec le gouvernement de la Chine, mais je crois que la déclaration de mon collègue l'ambassadeur Jeune aujourd'hui était importante en parlant de la nécessité d'avoir tous les groupes de la société civile en Haïti impliqués dans les discussions et un parti important au consensus national. Il y a toujours un effort à faire. Et en plus, il est très important que les femmes et les jeunes puissent jouer un rôle intégré dans le façonnement de l'avenir d'Haïti. Je peux vous assurer, M. le Président, que le Canada va rester absolument engagé dans cette crise, positivement, et avec des suggestions pour arriver à des décisions nécessaires, à la fois pour le Conseil, mais surtout pour la population haïtienne. Et je continue d'exprimer mon solidarité avec mon collègue, l'ambassadeur d'Haïti, et on va faire tout ce possible pour être présent dans la crise qui existe, et on va continuer de suggérer des solutions positives pour trouver des meilleures solutions. Merci. Je remercie le représentant du Canada de cette intervention. Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur la liste. J'invite à présent les membres du Conseil de sécurité à passer en consultation officieuse pour poursuivre leur discussion sur le sujet. La séance est levée. Radio Méga. Radio Méga. Radio Méga. Méga. Radio Méga sous tout le pays.
Cap-Haïtien 107.3, Port-au-Prince 93.7, Port-de-Paix 95.5, Gonaïves 106.3, Jérémy 89.1, Les Cayes 89.3, Jacmel et Saint-Marc 92.1. Radio Méga pique les toujours dans la diaspora. Dans Miami 1700 AM, www.radiomega.net, TuneIn, WJCC Radio Méga. La méga des radios. Radio Méga a comme obligation pour lui informer, pour lui éduquer, pour lui aider à comprendre. C'est ça que je dis, comme c'est un bagage important lié pour nous, côté que nous pensons que hypocrisie communauté internationale, la lose communauté internationale par rapport à la situation pays, il était important pour nous faire entendre tout même conseil de sécurité ou l'intervention, même ambassadeur d'Haïti à le conseil de sécurité, pour être capable de comprendre, pour être capable de saisir et pour être capable de dans quelle direction que nous allons aller. Je dis à si vous regardez bien, vous voyez que la Russie, que la Chine, que le Canada, ils reconnaissent que Haïti besoin d'un accord, les bacs ont un accord qui a fait un petit ami entre copains coquins, mais il dit très clairement que groupe qui représentatif yo pas dans accord, yo pas dans compromis historique accord Tonton Ariel là, et que il faut que nous aller vers un accord entre nous-mêmes comme haïtiens. Gagne un bagage pour comprendre, gagne un bagage pour s'entendre là et que m'a rappelé. Pas gagne un ambassadeur dans le conseil de sécurité qui pas nécessité pour envoyer une force internationale en Haïti parce que justement violence que n'a vivre là parce que viol qu'a fait Canaan parce que moun y a mettre dehors la caille sous route frais parce que justement incompétence et irresponsabilité Ariel parce que choix gouvernement fait pour que c'est pas sécurité à priorité ni dans budget ni dans action fait que tout le monde, je dis, obligé à s'inquiéter, tout le monde a parlé, tout le monde a regardé pour voir qui ça est obligé de faire avec nous. Exposé, ministre des Affaires étrangères dominicain, il est très clair. Monsieur dit que Dominicain et Haïti, c'est des pays qui qui vivent ensemble. Économie République dominicaine, le chita en pile sous Haïti. Donc, il y a besoin de situation résoudre pour que Haïti ait une prospérité, pour que le commerce soit capable de développer plus par rapport à Haïti, pour que capable de des échanges qui fait entre deux pays. Nous rendons compte comment que un pays tel qu'Équateur qui représentait véritablement courant latino-américain de gauche qui a développé là en Amérique latine là, il dit très clairement que yo paré pour aider, même Jean Brésil dit que il prêt pour discuter avec d'autres partenaires pour envoyer une force en Haïti. Je dis c'est dans ça où il est là, pendant que je parle avec la conseil de sécurité, il rentre à huis clos. Ça veut dire que vous fermez quoi là, vous allez discuter, puis vous connaissez, est-ce que oui ou non, il a passé au vote, puis vous connaissez qui gens, il va le passer, il va le faire, et question sur Haïti, ou bien est-ce que véritablement, il a quitté Haïti dans salier là, pour le quitter dans Jules. C'est là qu'on ça pour nous, parce que il y a un ensemble de décisions qu'obligé prendre là. Nous rendons compte que la Suisse, le Japon dit que vous allez mettre comme en panier après qui ont capable qui sortir dans salier là et on fait des appels par d'autres pays. Moi t'ai dit hier soir, secrétaire général là Antonio Gutiérrez, il s'était parlé avec plusieurs représentants de certains pays, tant qu'au Norvège, tant qu'au Finlande, tant qu'au Israël, la PC incité ou excité pour rentrer justement dans la dynamique et des Haïti. Fonds monétaire international dit que la mette comme pour Haïti, même s'ils sont centaines de millions de dollars, bid pral fel, et nous rendons compte que Canada ou la Suisse, il y a l'autre pays qui dit que va augmenter aide sous Haïti. Pendant courant journée, probablement vers 3 heures, ou après qu'on ait exactement qui ça qui votait au niveau de conseil de sécurité. Nous-mêmes, la Radio Méga, automatiquement que le conseil a fini de discuter, automatiquement que le conseil a pris l'autre direction par rapport à Haïti, décision que reprend, n'a commenté le pour sur Radio Méga, n'a permis de comprendre les cas de qui impact que les gains. Mais en attendant, nous cadoli, ambassadeur américain des Nations Unies a dit que Américains ont identifié plus d'une dizaine de monde qui fait pour la sanction et on va le transmettre ça par les Nations Unies. Et pendant ce temps, président Conseil de sécurité, ambassadeur Japon, il dit très clairement que le comité d'experts que l'on met pour bailler sanctions, pour punir les gens en Haïti, pour prendre des décisions, il a travaillé très sérieusement et d'ici peu, on a une liste de sanctions
que Nations Unies pour le bail là. Donc, nous avons rendez-vous un petit peu plus tard. Le conseil a fin décidé, leur fait choix de ça, faire là, et nous avons l'eau pour nous cadrer exactement, mais dans quelle situation est, mais côté nous aller, mais qui ça, international a décidé de faire avec nous. À plus tard, auditeurs, auditrices de Radio Méga.